Jean-Marc Duboulot. Merci à tous de votre présence. Alexandre, merci aussi à vous d'être là. Je vais laisser Thierry Tonnelier introduire cette conférence et ensuite je laisserai la parole à Philippe Tuccelli qui est ici présent, à Thomas et Olivier et ensuite à Frédéric. Si ça vous convient, après libre à vous de prendre la parole à votre guise et ensuite peut-être un petit échange de questions-réponses si vous en avez. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour à toi. Dans un premier temps, je voudrais dire un petit mot de remerciement pour tous nos partenaires institutionnels et sportifs, sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu ici à Rajon. Donc c'est un grand merci particulièrement à la ville et au club de Bourgoin-Jallieu. La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes est fière d'accueillir cette compétition internationale. C'est une belle reconnaissance de notre travail mené localement depuis des années pour structurer et faire rayonner notre rugby régional. Cet événement vient clôturer une saison riche en rugby sur notre territoire. Nos finales territoriales et régionales, seniors et jeunes, féminines et masculines, plus de 50 boucliers régionaux ont été remis. Plus le festival des 6 nations à Vichy, où pendant 2 semaines, les meilleurs joueurs européens moins de 18 ans se sont rencontrés. Les demi-finales du top 14 au Groupama Stadium à Lyon. Et le week-end dernier, l'organisation du congrès de la Fédération française de rugby à Clermont-Ferrand. C'est une belle réussite, merci à tous nos bénévoles et élus de la Ligue. Le rugby à 7 occupe une place prépondérante dans notre Ligue. En 2017, sous la houlette de François Schmitt, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes a été pionnière en créant l'Only Seven Academy, première structure de rugby à 7 intégrée à une ligue régionale. Aujourd'hui, elle est composée de 4 équipes, les seniors féminines, les seniors masculins, les M19 garçons et les M18 filles. Dans cette même dynamique, le projet du centre régional de rugby qui ouvrira prochainement à la Tour du Pin de rugby à 7, mené en collaboration avec la région, la ville de la Tour du Pin, la communauté de communes Les Vals du Dauphiné, le conseil départemental, le club de Vallon de la Tour, la Fédération française de rugby et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Dès samedi, donc, ce seront plus de 100 bénévoles venus de toute la région qui se mobiliseront pour que cette fête du rugby soit une réussite totale. Leur implication et leur énergie illustrent l'esprit du rugby que nous défendons, la générosité, l'engagement et le partage. Nous allons vivre un grand moment, j'en suis sûr. Vive le rugby en Auvergne-Rhône-Alpes. Je te donne la main. Allez. Nous sommes ravis, je représente Rugby Europe, Philippe Tuccelli, nous sommes ravis d'être là aujourd'hui. Je remercie la Ligue Europe pour son accueil, le CSBJ également pour le magnifique stade dans lequel les 18 équipes de ce championnat d'Europe junior des moins de 18 vont évoluer samedi et dimanche. Donc ça couronnera la meilleure équipe européenne ce week-end ici à Bourgoin-Jallieu. On est extrêmement heureux d'être ici. La Ligue Aura a remporté un appel d'offres pour accueillir l'événement. La Ligue Aura, supportée par la Fédération française, a été la meilleure au niveau européen. Donc félicitations pour cette belle candidature. On est ravis, nous, d'être ici. C'est une tradition d'avoir les moins de 18 ans en France. C'était à Strasbourg l'année dernière, à Vichy par le passé. On sait qu'il y a un grand savoir-faire, avec notamment le Festival 18 à Vichy, et une tradition de grands événements en Ligue Aura. Donc on est ravis d'être ici. On a vraiment confiance en nos partenaires locaux. Et puis un petit mot sur Rugby Europe. Qu'est-ce que Rugby Europe? Nous sommes l'association européenne de rugby. Nous avons la délégation pour la zone Europe pour développer et organiser les événements rugby sur le continent européen, bien sûr, hormis 2 exceptions, les 6 nations et les compétitions EPCR, mais notamment nous organisons les qualifications olympiques à 7, tous les championnats d'Europe à 7, seniors et moins de 18 ans, sur 3 divisions. Donc voilà, toute la pyramide est représentée et on fait jouer du Kosovo à la France. Voilà, c'est notre mission d'aller aussi développer le rugby dans les petits pays. Et à 15, on organise notamment les qualifications à la Coupe du Monde, avec des pays comme la Géorgie, l'Espagne, le Portugal qui se sont qualifiés récemment. Donc c'est aussi une des missions de Rugby Europe de faire jouer tous les pays européens et de contribuer au rayonnement du rugby au niveau européen. On est vraiment ravis d'être ici puisque cette année il y a un petit supplément, c'est-à-dire que cet événement fait partie du parcours de qualification aux Jeux Olympiques de la jeunesse.
qui auront lieu en 2026 à Dakar au Sénégal. Donc les 2 meilleures équipes européennes, leurs performances seront prises en compte dans le processus de sélection du comité olympique. Donc c'est aussi important, notamment pour la France qui est championne en titre, d'essayer de garder ce leadership pour pouvoir représenter l'Europe l'année prochaine aux Jeux olympiques de la jeunesse. Donc c'est un événement qui a encore plus d'importance cette année ici à Bourgoin-Jallieu. Voilà, merci encore, merci à tous les partenaires. Et voilà, je passe la parole maintenant pour la suite. Olivier, Thomas, je vous laisse peut-être. Ok. Je te laisse prendre la main. J'attaque. Donc Thomas Darec pour l'encadrement avec Olivier de France U18 masculin. Voilà, on est bien sûr ravis d'être en France, ravis d'être sur le territoire de Ligora avec cette histoire. Et puis dans le stade de Claire-Ajon qui a vu tant de belles joutes rugbystiques, donc ça nous rappelle beaucoup de souvenirs en tant que rugbyman et passionné. Et voilà, on a hâte de pouvoir rentrer dans la compétition et avec un groupe qui, on en parlera, Olivier en parlera plus que moi tout à l'heure sur la qualité de notre groupe, et voilà, qui a l'ambition d'à la fois de perpétuer les derniers résultats de cette équipe de France à 7 masculine, mais également aussi de rentrer dans l'héritage masculin. C'est quelque chose qui tient à cœur dans le projet de la Fédération française du rugby à 7 et le projet olympique, cette ambition de continuer après le superbe titre olympique et le titre de champion du monde l'année dernière des grands, et la volonté, et ça fait partie moi de ma position de permettre cet héritage entre l'équipe senior, la grande équipe, et ces jeunes joueurs qui potentiellement ont une perspective de bien sûr les JOJ, mais eux ils seront peut-être pas candidats par rapport à leur âge, mais surtout LA et les Jeux Olympiques, et cet héritage là c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Il y aura la présence aussi de Jérôme Daré ce week-end pour venir voir la compétition, et avec c'est tous ces titres qu'il a gagnés l'année dernière en tant qu'entraîneur de l'année, etc. Entraîneur champion olympique, champion du monde, de pouvoir venir montrer à ces jeunes que cet avenir il est avec eux, et c'est toute notre ambition pour cette équipe ce week-end. J'enchaîne, donc Olivier Dallot, je suis l'entraîneur sélectionneur du groupe masculin. Pour aller dans la lignée de ce que vient d'évoquer Thomas, du coup le groupe de joueurs sélectionnés là, pour cette compétition, ça s'inscrit dans un temps long, un processus assez long de détection et de sélection, puisque ce sont des garçons pour la plupart qui sont issus de la filière et des académies Pôle Espoir, et aussi avec la perspective d'alimenter la grande équipe de France dans l'objectif effectivement des Jeux Olympiques de Los Angeles. L'idée c'est de les acculturer à la pratique du 7, mais aussi de les faire progresser sur les aspects rugby en général, voilà, de les faire grandir en tant que joueurs de rugby et en tant qu'hommes au travers de cette compétition qui nous attend ce week-end. Donc on a un groupe très compétitif, avec un équilibre de joueurs stratèges, de joueurs aériens, de joueurs perforants. Donc on a essayé de composer un groupe qui soit le plus efficace possible pour répondre présent sur cette compétition et défendre effectivement ce titre. Avec des locaux. Et oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, sur l'effectif de 13, là, on a 5 garçons qui sont issus de la Ligue Aura. On a 2 Grenoblois, 2 garçons d'Aurillac et un garçon de Lyon. Voilà, le dernier, je cherchais. Qui n'est pas très loin d'ailleurs. Lyonnais de club et très proche de la Bergerie de naissance. Frédéric Pomarel, je suis le manager donc, du groupe féminin. Voilà, très très heureux d'être ici. Nous sommes arrivés lundi et au travail depuis lundi. Vraiment merci à toute l'équipe de la Ligue. Voilà, on est vraiment en petits oignons depuis que nous sommes arrivés. On travaille bien, à proximité, avec de belles installations. Ce matin, vous en avez parlé un petit peu, Président, à la Tour du Pin, où on nous a présenté aussi le projet Seven. Voilà, donc ça rejoint bien ce qui a été dit tout à l'heure. Voilà. Jonathan Marquet est l'entraîneur de cette équipe.
même si je ne peux pas m'empêcher d'aller sur le terrain avec lui. Donc on peut dire qu'on partage un peu tous les deux ça. Il n'est pas venu avec moi parce que il y a un peu de travail à faire. Cet après-midi, les filles se sont mis sur un travail vidéo. On essaye d'optimiser vraiment le temps. C'est des joueuses qu'on a assez peu. Donc vraiment, on a essayé de rentabiliser la semaine. Notre problématique de semaine, c'est d'essayer de bien travailler et de rattraper à quelque part le retard, mais sans les mettre non plus dans une situation de fatigue excessive, parce que ce week-end, il y a fort à faire. Voilà. Merci à Rugby Europe de proposer tous les ans effectivement cette compétition, parce que cela permet à nos jeunes joueuses de croquer un peu de rugby à 7. Il n'y en a pas beaucoup dans leur parcours donc du coup ce sont des étapes très très importantes pour nous, avec en plus tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière pour les JOJ. Voilà, donc une étape très très importante, tenant du titre. Donc la jeune génération a à cœur de faire aussi bien que celle des années passées. Groupe vraiment, pour tout vous dire, on se régale avec ce groupe-là. Il est composé de 13 joueuses, 7 d'entre elles, donc plus de la moitié, sont déjà championnes d'Europe au printemps, puisqu'elles participaient, elles étaient dans l'équipe de France à 15, championne d'Europe en Angleterre. Donc des jeunes filles qui accumulent un tout petit peu d'expérience, mais c'est vraiment leur premier pas. Hein. C'est leur premier pas en bleu. Ça aussi quelque chose de très important pour nous, parce qu'au-delà du rugby, c'est aussi essayer de leur apporter tous les à côté de la performance. Beaucoup de filles là sont un peu à la croisée des chemins. Voilà, on est en plus sur une semaine particulière avec les résultats des examens qui ont une importance capitale, évidemment. Donc avec des résultats qui sont tombés dans la semaine, et tous bons. Donc on est très fiers de ça aussi, parce que c'est une volonté de mener sur des doubles projets. Et vraiment, on est très très contents des performances de nos jeunes filles sur le plan scolaire. Et du coup, elles ont toute la banane et elles ont envie d'en découdre ce week-end. Voilà, une petite lyonnaise dans notre groupe, Léona Rondeau. Voilà. Après, ça vient un petit peu de partout. Et on a composé notre groupe aussi. Il n'y a rien de prétentieux là-dedans, mais il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme nous avons très peu de rendez-vous, il faut essayer d'anticiper un maximum les choses. Donc on a aussi cette optique des JOJ. Donc nous avons 2009 dans le groupe. Voilà, et vous allez voir ce week-end, elles sont plutôt dominantes en plus, c'est les plus petites, mais elles n'ont pas peur de grand monde. Voilà, donc on essaye aussi de préparer ces événements-là. Chez les jeunes filles, ça peut aller très vite. On l'a vu l'an passé sur Strasbourg, des jeunes filles championnes d'Europe, 3 ou 4 ont de suite passé le palier et se sont retrouvées avec les équipes de France à 15 ou à 7. Donc les choses peuvent aller très très vite pour elles. Donc c'est vraiment des rendez-vous qui sont très très importants. Notre objectif est vraiment d'essayer de rendre les joueuses complètes. Elles ne seront pas toutes peut-être des setistes internationales sur les grandes équipes, mais on pense que c'est une vraie étape dans leur parcours de formation. Et d'autres peuvent se retrouver très très vite avec le maillot bleu des grandes sur les épaules. Donc on n'a pas de temps à perdre, et c'est très très sérieux comme rendez-vous pour nous. Voilà, donc pour l'instant tout se passe bien, dans la joie et dans la bonne humeur, avec un maximum de sérieux. Et voilà, merci encore pour votre accueil. C'est très très agréable de travailler dans ces conditions-là. J'ai œuvré sur le 7 il y a pas mal de temps. Nous avions les championnats d'Europe à l'époque qui se jouaient sur Lyon. Et je suis vraiment très très heureux de revenir dans le Gironde et de retrouver plein d'amis. Je vous parlais de Schmitt, voilà, qui était tout à l'heure au bord du stade. Ça faisait plaisir de voir. Voilà, il y a une vraie tradition de Seven ici, et c'est chouette d'avoir choisi ce site-là. Merci beaucoup. Pourquoi c'est plus rapide pour les filles que pour les garçons d'accéder à l'élite, on va dire? Peut-être que les marches sont un peu moins hautes, la concurrence est un peu moins grande, la loi du nombre.
au regard encore du nombre de licenciés, mais ça tend à être de plus en plus dur. Et c'est bien, c'est un problème de riches, donc on espère qu'on en aura encore d'autres. Voilà, et que le nombre de licenciés va augmenter pour que les étapes soient encore plus difficiles à franchir. La catégorie d'âge aussi, chez les moins de 18, on est sur 3 années. Donc en fait, la 3e année, elle passe en senior et ça va très très vite. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, effectivement, ça va peut-être un peu plus vite et on peut aller vers le maillot bleu des équipes nationales un peu plus rapidement. En tout cas, au-delà des quelques arguments que j'ai pu donner, c'est juste factuel, quoi. On s'aperçoit très clairement que depuis quelques saisons, dès la sortie des championnats d'Europe, que ce soit à 15 ou à 7, les filles vont très vite et les garçons ont encore besoin peut-être d'un petit peu plus de maturité ou d'expérience, alors que les filles vont un petit peu plus vite. Okay. C'est quoi, c'est sur l'intelligence de jeu, sur la stratégie? Ouais, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Voilà, mais on a des filles effectivement. Puis il y a aussi, qu'on le veuille ou non, il y a une maturité beaucoup plus précoce chez les filles. On le voit même dans les cours d'école, hein, on le voit à l'école de rugby. Souvent, on voit chez les moins de 14 ces jeunes filles là qui sont plus débrouillées que les garçons et qui ont besoin d'un peu moins de temps pour en fait franchir ces étapes et qui sont matures physiologiquement parlant un peu plus tôt. Okay. Voilà. Autant chez les filles que chez les garçons, je vous entends parler de parcours un petit peu fléchés sur le Sevens, mais c'est aussi des joueurs et joueuses, j'imagine, qui sont sur le 15. Comment on travaille justement pour garder un certain équilibre sur les deux disciplines? L'idée à la fédération, c'est qu'il y a un projet fédéral, un projet de performance fédérale avec le parcours de performance fédérale dans lequel s'inscrivent les deux pratiques, le 15 et le 7. On ne l'a pas évoqué par rapport au groupe. Nous, il y a 8 joueurs qui ont fait le festival à Vichy aussi à 15 et l'objectif c'est d'utiliser les deux pratiques pour optimiser le potentiel des jeunes joueurs avec bien sûr le plus de potentialité, pour ne pas me répéter. Mais donc le parcours il est fléché. L'idée c'est que là aujourd'hui on a beaucoup de joueurs qui vont intégrer, nous chez Garçons, des groupes professionnels dès la sortie de la compétition, qui sont déjà dans des clubs performants et qu'on verra très rapidement aussi dans les groupes professionnels, soit en Pro D2, soit en Top 14. Donc clairement, il y a une précocité qui a été accélérée aussi par la qualité de la formation, à la fois à la fédération, mais également aussi, il faut rappeler aussi, et on est dans une terre qui a beaucoup fait émerger de grands joueurs, la formation des clubs qui s'est énormément étoffée. En parallèle de la formation fédérale, les clubs, on est liés, quelles que soient les discussions, on est liés fortement entre les deux. Et donc en fait aujourd'hui, le 7 rentre comme une activité qui va permettre, notamment par rapport à certains outils techniques, par rapport à une approche, par rapport à la vitesse du jeu, à la répétition de certaines tâches, à l'exigence physique et émotionnelle, parce que ça va très vite et tout va très vite. Donc ça fait partie d'un des leviers supplémentaires pour accélérer la formation de jeunes joueurs. Donc voilà, si vous avez pu observer le festival de Vichy, il y a des joueurs qui ont été très performants à Vichy, qui sont là aussi parce que c'est des potentiels qui peuvent s'exprimer, à l'instar d'Antoine ou Gabin, Villiers, ou Anthony Pomme bien sûr, pour parler des plus connus, mais d'autres joueurs qui ont aussi basculé entre le 15 et le 7. L'objectif c'est la qualité des joueurs et en faire de cette pratique un levier, un accélérateur de potentiel. Donc dans notre système fédéral, les deux pratiques doivent être surtout pas d'opposition et au contraire une émulation pour que nos meilleurs joueurs puissent et joueuses profiter de ces deux activités pour amener nos équipes de France seniors au plus haut niveau. Et voilà. Est-ce que c'est plus facile quand on va voir un jeune depuis le titre olympique de Paris l'année dernière de le convaincre de rejoindre le 7 ou est-ce que ça l'a toujours été? Plus facile, je ne sais pas. Aujourd'hui, si Antoine a un peu accéléré les choses par rapport à la bascule 15-7. Il y en a qui se disent que ça peut être un bon enjeu. Olivier, ça fait très longtemps aussi. Avec Fred, on se connaît depuis, on a basculé, on a fait des filles il y a quelques années aussi. L'idée, c'est, on est persuadé que c'est une vraie activité qui peut être, qui est valorisante pour le rugby en général, si ce n'est que les calendriers sont très
très important. Le nombre de plages pour faire les 2 pratiques, ça devient toujours compliqué. Je parle pas au nom du président de la Ligue, mais je dis ça fait partie des questions qui reviennent souvent, surtout à cette période de l'année, les calendriers. Mais voilà, aujourd'hui, clairement, aujourd'hui ça donne envie. Et puis les Jeux Olympiques, bon, je pense que tous ceux qui ont eu la chance de vivre les Jeux de Paris, et bien sûr le résultat qu'il a pu avoir, ça donne envie à certains. Et nous, dans les discussions, c'est vrai que c'est la première fois dans nos entretiens, on en parlait avec Olivier, où on a des joueurs qui parlent de faire les Jeux Olympiques. Et ça, ouais, clairement, je pense que le rugbyman n'avait pas cette appétence à l'activité olympique parce que historiquement, on avait été sorti il y a un siècle quasiment pour un excès d'agressivité sur des jeux il y a quelques années, il y a un siècle. Mais voilà, l'activité, les Jeux Olympiques, ça donne envie. C'est une super promotion pour notre rugby en général et bien sûr l'activité Seven. Et concrètement, comment ça se passe? Il y a des accords avec les clubs pour que les clubs libèrent les joueurs ou les pôles pour que les joueurs soient mis à disposition? Ça fait partie des discussions. Là, on va remercier aussi notre manager général, Jérôme Daré, qui fait le lien avec les structures, enfin les clubs pro et les head coach. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des joueurs, nous, qui sont très regardés par les head coachs de leur équipe, sans parler de l'UBB ou l'USAP. On a 2 joueurs qui vont vite rentrer dans les groupes pro à la sortie de la compétition. Et c'est clairement aussi des enjeux d'échange. Et je pense que de plus en plus les head coachs, je ne vais pas nommer les personnes, mais voilà, qui ont bien compris que c'est des activités qui permettent d'accélérer la formation de leurs joueurs. Et voilà, ça nous a permis d'échanger, mais voilà, ça fait partie. Les joueurs, nous, à la différence des filles, les joueurs sont sous contrat avec les clubs. Donc, par définition, il y a des discussions. C'est comme la 15. C'est ça, le fameux FFR LNR qui doit s'entendre. Du coup, le défi pour les uns comme pour les autres, c'est que vous avez très peu les joueurs à disposition. Vous devez travailler sur un temps réduit. Vous les avez depuis combien de temps avant ces championnats d'Europe? C'est vrai que moi, j'ai pas tout à fait le même problème que les garçons. Les filles sont quand même là pour ce championnat d'Europe. Tout le monde a envie de venir et j'ai 0 frein de la part des clubs. Ils sont tous très fiers quand une fille est sélectionnée. Je reçois plutôt des coups de fil quand j'en prends pas certaines et qui ne comprennent pas trop pourquoi. Voilà, mais voilà, ils ont plutôt envie de les placer que de les retenir. Ça j'ai pas ce problème-là. Effectivement, chez les filles, c'est la densité du calendrier qui est un peu problématique. Les examens scolaires aussi, pour certaines, donc on est dans des périodes où il faut jongler plutôt avec ça. Mais problématique, c'est plutôt ça que la disponibilité des joueuses. Et une petite anecdote sur le championnat d'Europe à 15. À la fin du championnat d'Europe, il y a toujours l'échange entre les nations, très sympa, des vêtements, des shorts et des chaussettes. Et une jeune fille qui joue à un poste qui n'est a priori pas prédestiné pour le 7, très maline, a échangé son short avec une Anglaise et me passe à côté en me disant qu'est-ce qui va bien m'aller ce short à rajon pour faire du 7, ça va aller à merveille. Suffisamment fort pour que je l'entende. Voilà, donc elles ont tout envie de venir et donc 0 problème là-dessus au niveau de la sélection. C'est cool par rapport à ça. Et vous êtes rassemblés depuis quand? Alors oui, c'était ça la question. Rassemblés depuis le début de la semaine, mais nous avions fait un stage avec les 40 meilleures joueuses au Centre National de Rugby il y a 3 semaines de ça, un mois de ça. Voilà, un stage assez intense sur 3 jours. Et là, depuis le début de la semaine. Donc c'est pas... on aimerait avoir un peu plus, mais pour les coachs, on aimerait avoir tout le temps plus. C'est déjà pas mal et je pense qu'on arrivera... voilà, on a encore un entraînement demain, mais c'est un temps nécessaire et suffisant pour arriver avec ce niveau de joueuses qui sont quand même des très bonnes joueuses de rugby, pour arriver à quelque chose de cohérent. Donc voilà, on jongle entre un calendrier qui est surchargé, de la fatigue, des examens et ce qu'on peut faire, mais on arrive à une dizaine de jours de stage au total cumulé qui nous permet quand même de travailler pour avoir quelque chose de cohérent. Et vous, chez les garçons? À l'instar des joueurs qui sont effectivement plus attirés par les JO peut-être que par le passé et surtout bien en amont, certains pouvaient s'y intéresser juste l'année olympique, il y a aussi beaucoup d'entraîneurs dans les clubs qui
qui sont adeptes de la pratique du 7. Donc chez les garçons, c'est vraiment très large. Il y a le quotidien des joueurs dans leur club et dans leurs académies, et ils ont déjà une pratique régulière du 7. Et après, il y a tout le programme fédéral de la filière d'accès au niveau, avec tous les rassemblements nationaux qui historiquement sont dédiés au 15, mais dans lesquels on a aussi des ateliers un peu plus spécifiques à 7, mais qui, comme on l'a dit, qui servent en fait le joueur de rugby dans son ensemble. Donc tout ça fait que c'est un processus long, encore une fois, sur 3 années. Ensuite, on a un gros stage qui se déroule au mois d'avril avec les meilleurs Français sur les générations moins de 16 et moins de 17. Et après, donc, le groupe qui participe au championnat d'Europe, on l'a eu en stage déjà la semaine passée, avec un groupe un peu élargi. Et puis là, depuis lundi, on a les garçons sur toute une semaine. Donc là, on est dans une période d'affinage pour arriver fin prêt sur la compétition. Donc en termes de volume, les joueurs ont déjà beaucoup de repères sur cette pratique un peu spécifique, mais ils les ont déjà aussi au travers de leur pratique à 15. Donc c'est assez confortable pour nous d'avoir des garçons de ce calibre-là et de leur apporter les petites subtilités en dernière minute. Ouais, ça reste du rugby. Ça reste du rugby. Ils ont sélectionné des bons joueurs de rugby. Nous avons sélectionné des bonnes joueuses de rugby. Effectivement, il y a des petites spécificités. Mais comme ils y jouent un peu plus dans la saison, comme l'a dit Olive, et qu'aujourd'hui ne se pose plus trop de questions, et je pense quand même aussi qu'il y a les Jeux Olympiques, l'équipe professionnelle garçons et filles qu'on a à la Fédé accumule aujourd'hui quand même de l'expérience. Il y a des retours qui nous sont faits, nous, sur des process, des protocoles, pour essayer d'accélérer les bascules. Parce qu'il y avait peut-être ça aussi dans la question, c'est-à-dire la bascule du 15 à 7, du 7 à 15, où on se pose toujours ces questions. Sincèrement, elle se pose de moins en moins, je trouve. Vraiment de moins en moins, pour toutes ces raisons-là. Parce qu'il y a une habitude, des process, de l'expérience qui commence à s'accumuler autour des staffs, et parce que les joueurs et joueuses d'abord ils se posent moins de questions, ils ont envie de faire du rugby, ils ont envie de jouer au rugby. Voilà, du coup, déjà quand on y va convaincu qu'on est capable de faire, que les staffs ont quelques habitudes de fonctionnement et qu'on y joue un peu plus dans l'année, parce que les ligues proposent aussi, moi je parle pour les moins de 18 filles, la compétition interligue qui a lieu tous les ans. Moi je suis un amoureux inconditionnel du rugby à 7, j'aimerais qu'il y en ait tout le temps, mais c'est pas possible, mais il y en a quand même de plus en plus. Il y en a quand même de plus en plus, il faut reconnaître qu'on en propose quand même pas mal au fur et à mesure de la saison, que ce soit en ligue, que ce soit à la FFR, que ce soit même dans les clubs, puisque chez les moins de 18, il existe une compétition d'élite en début de saison sur 2 dates. Voilà, donc, et puis ils voient du 7 à la télé. Il était un temps où le 7 était en catimini, quoi, presque. Et aujourd'hui, vous savez comme ils sont connectés, cette jeune génération, ils apprennent aussi comme ça. Pas tout, mais ils apprennent aussi en voyant jouer, en voyant des matchs, et donc du 7, ils en ont à disposition. Il y a une évolution clairement du projet fédéral. On parlait tout à l'heure de la relation FFR, LNR, il y a le Next Gen 7 qui a été une belle vitrine aussi, qui est en train de se développer, de croître avec l'intégration des féminines l'année dernière. Les garçons de plus en plus construisent leur équipe. Il y a des ligues aussi qui permettent dans le deuxième niveau de pouvoir aussi œuvrer à créer des dynamiques autour de la pratique Seven. Donc bien sûr qu'on a la chance en France d'avoir toute cette puissance avec déjà un nombre de joueurs important, donc qui nous permet de détecter, d'avoir plus de potentialité au départ, peut-être que certaines nations présentent ce week-end. Et puis il y a également bien sûr l'ambition de la fédération, au travers aussi des ligues et des clubs, de pouvoir développer cette pratique. Nous, il y a la chance aussi aujourd'hui de la vitrine. J'en reviens souvent, mais les résultats, c'est comme dans tous les clubs. La locomotive, si elle est belle, ça attire beaucoup de monde. Les titres, les résultats, les filles avaient fait des résultats il y a quelques années, les garçons
ont encore monté d'un cran avec ces 2 titres l'année dernière et le titre suprême au jeu. Ça automatiquement ça attire, ça questionne aussi les entraîneurs même du 15 aussi à se questionner sur les méthodes, sur les outils qui sont utilisés pour performer. On parlait du terrain, bien sûr, la compétence joueur sur le terrain, mais on est là aussi pour construire des joueurs de haut niveau, de haute performance. Et la haute performance, elle se fait une partie sur le terrain, mais elle se fait beaucoup à côté. Avec, on a des staffs, on représente une partie du staff. On a un préparateur physique, un analyse vidéo, il y a un médecin, un kiné. La fédération nous donne beaucoup de moyens pour essayer de développer au maximum les joueurs. Et donc derrière, chez les garçons notamment, on a cet héritage qui est vraiment une volonté forte de pouvoir transférer, faire ruisseler l'expérience de cette construction vers le Graal. Comment derrière on arrive à le faire ruisseler vers nos jeunes joueurs pour qu'ils s'acculturent de plus en plus tôt et pouvoir faire ces bascules. Parce que la particularité du 7, comme l'évoquait Fred, c'est des périodes de compétition qui sont assez fléchées. Donc aujourd'hui, nous, un des enjeux dans la formation et dans le parcours qu'on donne sur le rugby à 7, c'est pour ça qu'avec les garçons, on a fait une quinzaine, là, vraiment focus 7. Ça correspond un petit peu à la réalité des joueurs professionnels par la suite. Ils font des allers-retours, certains ont des contrats FFR, et puis d'autres sont souvent des joueurs identifiés. Chaque club a un joueur identifié potentiel 7 qui peut être mis à disposition pour l'équipe nationale. Et donc en fait c'est cette capacité à switcher du 15 au 7, d'un environnement très quantitatif à 15 à une petite famille, c'est notre environnement. Nous qui avons la chance de basculer, moi j'arrive du 15 féminin, je bascule sur le 7, c'est notre atmosphère, on est des staffs, on se déplace à 45 et puis là on est 18, c'est l'impression qu'on part en petite famille, qu'on sort le petit van, quoi. Avant c'est un bus, voire des fois 2, donc c'est plus du tout la même relation. C'est d'autres relations, c'est une autre pratique et ça amène aussi de l'oxygénation aux joueurs, ça leur amène autre chose et c'est là-dessus où nous on essaye vraiment d'apporter toute notre énergie, notre passion pour cette pratique pour que ça donne envie à tous ces joueurs, je parle plus des garçons mais c'est un peu plus particulier, ces joueurs de revenir et de redemander à venir pratiquer sur le World Series, la canne olympique, le World Series. Il y a vraiment un parcours fléché des moins de 16 ans jusqu'à la grande équipe. Sur la compétition pure ce week-end, qui seront les principaux adversaires de la France dans vos 2 compétitions? Je pense pour nous, un peu comme l'an passé, l'Espagne. J'arrête pas de regarder la finale de l'an passé. Et ça aurait pu basculer de l'autre côté. Les Espagnols ont vraiment une équipe très performante. Je connais très bien la coach Barbara Pla, qui a été une des joueuses du 7 espagnol pendant des années, une des meilleures joueuses du monde sur le circuit, qui fait de l'excellent travail. Donc ouais, les Espagnols, je pense, jouent dans la même cour que nous et le match sera, il faudra tout donner, ça c'est sûr. Et nous ce qu'on constate c'est que tous les autres adversaires progressent avec le temps, tout le monde travaille bien, c'est de plus en plus serré et c'est tant mieux parce que c'est comme ça que l'on progresse. Il ne faut surtout pas souhaiter du mal à ses adversaires. Le rugby il est intéressant quand voilà, pour faire des grands matchs il faut des grands adversaires et tout le monde progresse, donc on ne prendra rien à la légère. Vraiment, on sait que ça bosse bien partout. Match de 7, c'est vite perdu. On peut vite se prendre les pieds dans le tapis tout seul. Surtout quand on a 18 ans, ou moins de 18 ans, parce qu'on n'a pas encore toute l'expérience. Et c'est aussi les enjeux de ces tournois-là. C'est essayer de, quel que soit le rapport de force, à quelque part, de pouvoir s'adapter. Donc voilà, sincèrement, sur l'adversité, nous on n'y a pas fait un gros focus. Voilà, mais les Espagnols nous apporteront sûrement, on peut parier qu'ils nous apporteront quand même une opposition un peu plus importante, mais tous les autres progressent et chaque match est important. Du côté des garçons, c'est à l'image de ce que vient de dire Fred, un peu la même chose. Enfin, moi j'arrive dans le staff donc, cette année et je ne me suis pas du tout orienté sur nos adversaires pour que dans le discours que l'on tient aux garçons, transpire pas trop le fait d'être focus sur un adversaire et effectivement à cet âge-là, à 18 ans, lorsqu'on est centré sur
sur l'autre, du coup on est un peu moins centré sur le nous. Le nous, c'est-à-dire l'équipe, le groupe. Et notre idée, c'est vraiment de travailler sur des choses qui nous sont propres et de les mettre en place sur le terrain et de voir en fonction de l'adversité ce que ça peut donner comme effet. Après, les nations, effectivement, les Espagnols travaillent très bien et aussi chez les garçons. Donc, après, on verra. Sincèrement, on a vraiment été focus sur notre préparation et nos forces pour essayer de les mettre en exergue et en application le plus possible sur le terrain. C'est un temps de passage, la compétition, c'est un focus, moins 18 ans, mais c'est un temps de passage dans la construction. L'ambition est vraiment de former les joueurs pour la grande équipe, pour les championnats du monde, les Jeux Olympiques. On parle vraiment de performance avant le résultat. La volonté, c'est vraiment qu'ils donnent le maximum, qu'ils essaient d'intégrer le projet petit à petit, qu'ils se l'approprient pour en comprendre les subtilités et qu'ils essaient de grandir le plus vite possible. Pas trop vite quand même, mais dans un objectif d'avoir le maximum de potentiel de ces joueurs qui seront là samedi et dimanche et qui auront la possibilité d'aller découvrir l'Académie olympique, puis peut-être rapidement aussi la grande équipe et le World Series avant je leur souhaite d'intégrer une compétition majeure. Mais voilà, c'est vraiment pour m'associer à Olivier, c'est vraiment cette notion de performance et de maîtrise qu'on leur demandait. On n'a pas une grande connaissance des adversaires parce que c'est une catégorie d'âge où il n'y a pas énormément de compétition, il n'y en a qu'une, donc ça va aller vite, on ne connaît pas tous les programmes. Et quelque part, en fait, à cet âge-là, l'objectif, c'est pas trop de se comparer aux autres. Là, c'est vraiment qu'ils se concentrent sur eux, comment ils vont donner le maximum. Ils auront bien le temps de se comparer, d'observer. Ça fait partie de leur formation, c'est pas les élucider, mais on n'a pas assez d'outils, de matériel pour pouvoir vraiment faire du travail efficace sur ces domaines d'observation d'adversaires, etc. Donc ils vont découvrir, et tant mieux, c'est un peu la spontanéité aussi de cette jeunesse, et c'est un des enjeux aussi de leur donner aussi cette spontanéité qui reste pas trop enfermée dans leur certitude, dans leur cadre très fermé. Voilà, j'espère qu'il y aura de la fraîcheur, qu'il y aura des choses un peu inhabituelles sur ce terrain. Un peu de fraîcheur, voilà, c'est aussi... Être trop focus sur les adversaires, c'est déjà rentrer dans des stratégies et c'est pas la dimension que l'on veut développer en premier, même si elle est importante. Et à cet âge-là, c'est pas celle qui est prioritaire. C'est au contraire cette plasticité, cette adaptation, cette capacité à lire le rapport de force et à trouver la bonne forme en face. Voilà, c'est plus ça qui nous intéresse. Donc finalement, ça nous arrange bien, à quelque part, que les choses soient comme ça, parce que ça correspond à ce qu'on veut travailler avec cette catégorie d'âge en priorité. Après, on est chez nous et on va pas se laisser faire non plus. On ne retrouve pas les nations majeures du rugby européen, on va dire, dans cette compétition, comme les Britanniques ou l'Irlande. C'est dû à quoi? C'est la dynamique, la structuration est moins importante dans ces pays qu'en France? Je pense que les collègues l'ont évoqué, la FFR, je pense, fait un vrai effort sur le 7 et avec des plages qui sont trouvées, quelquefois en accord avec les clubs chez les garçons, avec un peu moins de difficultés chez les filles et les ligues. Donc il y a une vraie structure. En fait, la FFR, on le voit, une vision européenne, il y a une vraie structure qui a été mise en place, qui a été défendue par la FFR, ce qui fait que le 7 commence à infuser à tous les niveaux. Ça n'a pas été facile peut-être au début, mais on voit que le 7 est accepté et mis en avant aussi. Le titre olympique, 60 000 personnes l'année dernière, c'est quand même quelque chose. Voilà. C'était un des sports les plus regardés l'année dernière aux Jeux et avec le plus grand nombre de spectateurs. Donc c'est incroyable ce que le rugby à 7 a fait. C'est le cas aussi dans des pays comme l'Espagne, la République tchèque qui progresse, les Polonaises qui sont régulièrement sur les podiums européens. Donc en Europe continentale, ce qu'on observe, c'est que le 7, c'est un vrai vecteur de développement, surtout dans les pays qui ont peut-être un peu moins l'habitude du rugby à 15 traditionnel, parce que le sport est olympique, parce que leur comité olympique les soutient, parce qu'il y a du financement, parce que c'est une façon d'accéder à des podiums européens. Donc c'est valorisé. Voilà, c'est valorisé et c'est une porte d'entrée, puisque le 7 est un peu plus accessible pour des pays qui ont moins de tradition. C'est beaucoup plus facile de mettre en place une équipe à 7 et ensuite d'aller sur le 15 que commencer directement par une équipe à 15. Donc c'est extrêmement valorisé, là où dans les pays anglo-saxons, c'est un petit peu l'inverse. Les fédérations n'ont pas structuré la pratique à 7, donc ça reste que du top niveau et en dessous, c'est beaucoup plus fragile. Donc il y a moins de tradition au sein des clubs.
une tradition au sein des ligues, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, le financement. Voilà, le financement, l'Irlande comme une crise assez grave, puisqu'ils sont retirés aussi de leur équipe masculine, ce qui a été un coup de tonnerre voilà, incroyable cette année. Aussi sur notre événement, ce qui n'était pas prévu non plus, donc ça a causé quelques problèmes aussi au niveau de nos championnats d'Europe seniors. Problème de financement, voilà, avéré ou pas, mais ils ont stoppé tous les programmes et ça inclut les moins de 18 féminines qui auraient dû participer, qui auraient dû être là. Le Pays de Galles s'est retiré aussi l'année dernière, problème de financement. Et des Anglais se sont retirés aussi depuis un moment sur les moins de 18. Là aussi, officiellement pour un problème de financement, mais je pense que c'est plus profond. Je pense que ces pays-là ont le 15 qui préempte tout l'espace et qui ne laisse pas les CETIS s'exprimer, se structurer. Et évidemment, ensuite, c'est facile de dire oui, mais ça nous coûte un petit peu trop d'argent, alors qu'on sait que les dépenses du 7 sont quand même minimes par rapport aux dépenses d'une équipe nationale à 15. Voilà, un grand bus, voire 2 grands bus et un minibus, je crois que l'image elle est assez parlante. C'est pas beaucoup, c'est pas un énorme budget, mais c'est le premier budget qui est coupé, qui a été décidé de couper. Donc je pense que voilà, on essaye nous d'influencer, mais c'est difficile de l'extérieur, c'est des politiques fédérales, c'est pas des politiques que Rugby Europe peut porter, mais on voit une vraie différence. En Europe continentale, le 7 se développe, et outre-Manche, on sent qu'il y a un frein, et que la pratique, voilà, n'est pas soutenue. Voilà, pour les Anglais, c'est plus une question stratégique que financière, en gros, si je comprends bien. C'est plus stratégique, c'est peut-être de l'habillage financier, mais stratégiquement, ils préfèrent conserver une équipe à 15 forte et ne pas laisser forcément une grande place au 7. Il ne faut pas oublier que c'est un président français qui a poussé pour avoir le rugby à 7 dans le mouvement olympique, c'est Bernard Lapassé, et que les anglo-saxons à l'époque n'étaient pas forcément pour. Ils auraient très bien pu vivre sans le rugby olympique, donc voilà, c'est plutôt, c'était pas une demande initiale. Ils ont inventé le rugby, donc ils ont pas envie pour Ils ont inventé le rugby, ça suffit, c'est bien connu, d'accord. Puis à Seven, pour compléter, à Seven, c'est Team JB. Oui, ils sont obligés de s'associer pour faire une équipe. Donc, et oui, c'est en plus au niveau senior. Pour faire les Jeux Olympiques, c'est pas l'Angleterre, c'est pas. Enfin, l'Irlande pouvait y aller, mais avec des moyens. Voilà, je pense que les aspects économiques rentrent quand même fortement en compte. Mais la particularité, ce qui a toujours été des conflits un peu internes, c'est que voilà, c'est composé avec un team JB et voilà donc et ils ont une bannière, un système structurel d'organisation qui est pas comme aussi qui n'a pas le même modèle que le nôtre, et notamment c'est du privé qui gère Team JB, c'est autre chose, c'est pas le même financement que nous, donc voilà. Bon. Ça peut expliquer l'absence sur la moins de 18 ans, parce que derrière ils n'ont pas cette génération va se mixer avec d'autres, et c'est toujours chaque Olympiade c'est toujours compliqué pour faire leur Team JB alors que le potentiel rugbyistique il est présent. Oui, c'est ça. Un dernier mot de toi, Thierry, pourquoi avoir poussé la candidature de Bourgoin en Ligora plutôt que Lyon ou Grenoble par exemple? Est-ce que le fait qu'il y ait un terrain synthétique maintenant à Rajon, ça a joué? Alors ça a joué, oui, et la candidature, il n'y a pas eu pléthore non plus de clubs qui se sont proposés pour prendre le projet à la base. Et nous sur la Ligue, donc on était très heureux que Bourgoin se positionne. Le site aussi fait qu'on a l'aéroport à proximité, Lyon au niveau ferroviaire aussi, c'est pratique. Le projet du centre national qui était né avant qu'on postule est important aussi, puisque ça nous permet d'avoir une vitrine qui arrive pour mettre en place ce projet qui nous tient à cœur fortement, en espérant que tout ce qu'on va faire sur le Seven va nous permettre de passer du centre régional à un centre national. C'est le but, c'est la discussion qui est en cours de route. Voilà, donc voilà pourquoi le choix de Bourgoin et refaire vivre Rajon, ce stade mythique, pour nous c'est important aussi.